Daniel l'avait aidé à traverser la rue tous les matins pendant 3 mois. La femme, un fauteuil roulant qui ne parlait jamais, se contentait de hocher la tête en signe de remerciement, le regard s'attardant une seconde de trop. Il se disait que c'était de la gentillesse, le genre de petit rituel qui lui redonnait le sentiment d'être un homme respectable après tout ce qu'il avait perdu. Mais sa fille de 12 ans avait remarqué quelque chose qui lui avait échappé. Le regard de la femme n'était pas reconnaissant, mais attentif, comme celui de quelqu'un qui étudie une énigme qu'il tente de résoudre depuis des années. Puis, un matin, alors qu'il se penchait pour régler le frein de son fauteuil roulant, elle lui saisit le poignet avec une force surprenante. Son murmure était si doux qu'il faillit ne pas l'entendre. Vous ne vous souvenez pas de moi, n'est-ce pas? Le parking de la pharmacie lui parut soudain trop calme, le soleil matinal trop éclatant sur l'asphalte. Il chercha dans son visage un signe de reconnaissance, n'importe quoi, mais ne trouva qu'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Que s'était-il passé 8 ans auparavant pour qu'il l'ait enfoui si profondément que même sa propre mémoire avait essayé de l'oublier? La routine matinale était devenue aussi automatique que respirer pour Daniel Fletcher. Se réveiller à 5h30, prendre sa douche, préparer le petit déjeuner de Sophie, lui préparer son déjeuner, la déposer à l'école à 7h15, puis se rendre à son travail à la pharmacie Morrison's sur Maple Street. Cela faisait maintenant 6 ans qu'il travaillait tôt le matin dans la réserve, depuis que son divorce l'avait contraint à reconstruire une vie suffisamment stable pour sa fille. Le travail était calme, méthodique. Scanner les stocks, ranger les médicaments, aider occasionnellement les clients qui entraient avant l'ouverture officielle. Ce n'était pas la carrière qu'il avait imaginée à 25 ans, mais à 43 ans, il avait appris que la vie demandait rarement la permission avant de réécrire vos plans. La femme en fauteuil roulant était apparue pour la première fois un mardi de fin août. Daniel venait de finir de décharger un camion de livraison lorsqu'il l'avait vue se débattre sur le trottoir devant la pharmacie, ses roues coincées dans une fissure du trottoir. Sans réfléchir, il avait couru vers elle et avait libéré le fauteuil, puis l'avait aidé à traverser le carrefour jusqu'à l'arrêt de bus de l'autre côté. Elle semblait jeune, probablement au début de la trentaine, avec des cheveux bruns attachés en queue de cheval et un visage qui aurait été saisissant s'il n'avait pas été marqué par l'épuisement. Ses jambes étaient immobiles sous une veste en jean délavé posée sur ses genoux comme une couverture. Elle ne parla pas, se contentant d'acquiescer d'un signe de tête. Daniel retourna au travail sans y prêter attention. Mais elle était de nouveau là le lendemain matin et le surlendemain. Au bout de 2 semaines, Daniel se surprit à la guetter. Pas consciemment au début, juste une conscience périphérique qu'à 6h45 environ, elle apparaissait au même endroit. Il sortait, l'aidait à traverser, échangeait le même signe de tête silencieux, puis retournait à ses occupations. Ses collègues le taquinaient au sujet de son rituel matinal, mais Daniel n'y prêtait pas attention. Que pouvait-il faire d'autre? La laisser seule? Pourtant, quelque chose chez elle le touchait d'une manière qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer. C'était peut-être son âge. Elle était si jeune pour être en fauteuil roulant, trop jeune pour avoir cette lassitude dans les yeux. Ou peut-être était-ce le fait qu'elle ne souriait jamais, ne faisait jamais la conversation, acceptait simplement son aide avec une sorte de patience résignée qui semblait plus lourde que la gratitude. Sophie remarqua avant lui que quelque chose n'allait pas. Il dînait un jeudi soir, des spaghettis en pot, du pain à l'ail sorti du congélateur, lorsqu'elle posa sa fourchette et dit « Papa, pourquoi cette dame te regarde-t-elle comme ça? » Daniel faisait défiler son téléphone, écoutant la peine. « Quelle dame! » Sophie prit une bouchée délibérée, mâchant lentement comme elle le faisait lorsqu'elle voulait paraître indifférente à quelque chose qui la dérangeait. « Celle que tu aides tous les matins. Je l'ai vue hier quand tu m'as déposé. Elle te regardait de l'autre côté de la rue. Elle te regardait vraiment. Pas comme les gens regardent normalement quelqu'un. » Daniel sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais il se força à rire. « Tu regardes trop de séries policières. Elle est juste reconnaissante, c'est tout. » Sophie haussa les épaules. Mais ses yeux conservaient ce regard sceptique qu'elle avait hérité de sa mère. Ce regard qui disait qu'elle se fait quand les adultes se mentaient à eux-mêmes. Cette nuit-là, Daniel resta éveillé plus longtemps que d'habitude, repassant dans sa tête ses interactions avec cette femme. Y avait-il eu quelque chose d'étrange dans son regard? Il essaya de se représenter clairement son visage, mais n'y parvint pas.
Elle était devenue un élément du décor, comme le panneau Stop au coin de la rue ou l'auvent défraîchi de la boulangerie voisine. Présente, mais pas vraiment visible. Sauf que maintenant que Sophie le lui avait fait remarquer, Daniel ne pouvait plus l'ignorer. La façon dont les mains de la femme agrippaient les roues de son fauteuil, les jointures blanchies par la tension, la façon dont elle restait rigide même lorsqu'il l'aidait, comme si elle ne lui faisait pas confiance, bien qu'elle accepte son aide chaque jour. Le lendemain matin, Daniel y prêta davantage attention. Lorsqu'il s'approcha de son fauteuil roulant, il remarqua des détails qui lui avaient échappé auparavant. Le fauteuil lui-même était relativement neuf, du type partiellement couvert par l'assurance, mais suffisamment coûteux pour suggérer qu'elle ne l'utilisait pas depuis très longtemps. Ses vêtements étaient propres, mais usés. Un jean aux ourlets effilochés, un sweat à capuche gris qui avait connu des jours meilleurs, des baskets qui semblaient à peine utilisées car elle n'avait jamais besoin de marcher avec. Mais ses mains qui agrippaient les roues alors qu'elle essayait d'avancer n'étaient pas celles d'une personne qui avait passé des années dans un fauteuil roulant. Elle était forte, mais ne portait pas les callosités causées par des années d'autopropulsion. C'étaient les mains de quelqu'un qui était encore en train d'apprendre, de s'adapter, et qui était encore en colère d'avoir à s'adapter. Belle matinée, dit Daniel, essayant de briser le silence qui s'était installé au cours des 3 derniers mois de ces rencontres. La femme pencha légèrement la tête, mais ne répondit pas. Il pouvait sentir son attention sur lui, même si elle regardait devant elle. Il pouvait sentir le poids de son regard sur le côté de son visage. Le feu passa au vert. Il la poussa pour traverser le carrefour, les roues cliquetant sur les lignes peintes, et la déposa sur le trottoir d'en face. Elle hocha la tête comme d'habitude, et Daniel se retourna pour partir. Il avait fait 3 pas lorsqu'il l'entendit, un son si doux qu'il aurait pu être celui du vent. Sauf qu'il n'y avait pas de vent ce matin-là. Merci, Daniel. Il se figea, se retourna. La femme roulait déjà sur le trottoir en direction de l'arrêt de bus, lui tournant le dos, se déplaçant à une vitesse surprenante pour quelqu'un qui semblait si impuissant quelques instants auparavant. Daniel se tenait au bord du passage piéton, le cœur battant, les voitures klaxonnant alors que le feu changeait à nouveau. Elle connaissait son nom, mais il ne le lui avait jamais dit. Il ne portait jamais de badge nominatif. Morrison's n'en exigeait pas pour les employés de l'entrepôt. Alors, comment le savait-elle? Cette question le poursuivit pendant le reste de son service, tournoyant dans son esprit comme une mouche insistante. Peut-être que quelqu'un à la pharmacie avait mentionné son nom à portée de voix. Peut-être qu'elle avait entendu Sophie l'appeler « Papa » un matin et qu'elle s'était renseignée par la suite. Maple Street était un petit quartier commerçant. Les gens parlaient. Il devait y avoir une explication logique. Mais ce soir-là, après avoir couché Sophie, Daniel fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il sortit le vieux carton du haut de son placard, celui sur lequel son ex-femme avait écrit soigneusement « Juridique 2015 », et commença à en examiner le contenu. Des documents judiciaires relatifs au divorce, des relevés bancaires, de vieilles factures, et sous tout cela, un dossier dont il avait presque oublié l'existence, rempli de papiers concernant un incident qu'il avait passé 8 ans à essayer d'effacer de sa mémoire. Ses mains tremblaient lorsqu'il l'ouvrit. Les pages étaient jaunées sur les bords, l'encre légèrement estompée, mais toujours lisible. Des rapports de police, des documents d'assurance, de la correspondance juridique et, au fond, une coupure de journal qu'il ne se souvenait pas avoir conservée. Le titre était imprimé en caractères gras. La carrière d'un élève de danse locale prend fin dans un accident sur l'autoroute. L'accident s'était produit un samedi soir, fin mars 2016. Daniel avait 35 ans et travaillait comme livreur pour une entreprise de meubles afin de joindre les deux bouts alors que son mariage s'effondrait et que ses dettes s'accumulaient. Il venait de terminer sa dernière livraison de la journée, un canapé modulable dans une maison de banlieue, et retournait à l'entrepôt lorsqu'il aperçut le camion, un semi-remorque qui zigzaguait légèrement entre les voies de l'autoroute, sa remorque déviant au-delà de la ligne médiane. Daniel se trouvait 3 voitures derrière et a vu la scène se dérouler comme en ralenti. Le camion a fait une embardée vers la droite et se corriger vers la gauche, puis a dérapé sur les 2 voies. La voiture qui se trouvait juste devant le camion, une petite berline argentée, n'avait nulle part où aller. L'impact a été violent. Le métal a grincé contre le métal,
Puis tout est devenu silencieux, à l'exception du sifflement du radiateur et du tic-tac d'un moteur mourant. Daniel s'était garé avec une douzaine d'autres conducteurs. Quelqu'un avait déjà appelé le 911. Une autre personne courait vers l'épave avec un extincteur. Daniel s'approcha de la berline qui avait été écrasée contre la glissière de sécurité, son capot plié comme un accordéon. Le côté conducteur était trop endommagé pour qu'il puisse voir à l'intérieur, mais il pouvait distinguer un mouvement sur le siège passager. Une jeune femme, peut-être âgée d'une vingtaine d'années, le visage pâle sous le choc, le sang coulant d'une entaille au front. Elle essayait de parler, essayait de pointer quelque chose sur la banquette arrière, mais Daniel ne comprenait pas. Plus tard, il apprit qu'elle désignait son sac de danse, la lettre d'acceptation d'une prestigieuse compagnie new-yorkaise qu'elle venait de recevoir ce matin-là, un avenir qui était écrasé avec ses jambes sous le tableau de bord. L'ambulance est arrivée 6 minutes plus tard. Lorsqu'ils l'ont extraite du véhicule, ses jambes étaient coincées sous le tableau de bord, tordues à des angles qui ont retourné l'estomac de Daniel. Les ambulanciers ont travaillé avec une efficacité urgente, mais Daniel pouvait le lire sur leur visage. La jeune fille dans la berline ne marcherait plus jamais. Il a fait une brève déposition à la police. Oui, il avait vu le camion perdre le contrôle. Non, il n'avait rien vu d'anormal dans la conduite de la berline. Puis il était rentré chez lui et avait essayé d'oublier. Il avait essayé d'effacer de son esprit l'image de ses jambes tordues. Il avait essayé d'oublier les cris de la jeune fille lorsqu'il l'avait extraite du véhicule. Pendant 2 semaines, il y était presque parvenu. Mais ensuite, les appels ont commencé. Un avocat représentant la société de transport routier voulait l'interroger. Il montait un dossier, disait-il, pour déterminer les responsabilités. Daniel leur a répété ce qu'il avait dit à la police. Le camion avait causé l'accident. La berline n'était pas en cause. Mais l'avocat continuait d'appeler, continuait d'insister, continuait de laisser entendre que Daniel n'avait peut-être pas vu les choses aussi clairement qu'il le pensait. Peut-être que la berline roulait trop vite. Peut-être qu'elle avait changé de voie soudainement. Peut-être que le jeune conducteur était distrait, qu'il envoyait des SMS, qu'il ne faisait pas attention. Peut-être, peut-être, peut-être. Puis les offres ont commencé. D'abord modeste, 200 $ pour son temps et le désagrément causé s'il acceptait de revoir sa déclaration et de réfléchir à la possibilité qu'il se soit trompé sur certains détails. Puis 500 $, puis 1000 $. Daniel était en train de se noyer. Sa femme venait de demander le divorce. Il avait 3 mois de retard dans le paiement de son loyer. Ses cartes de crédit étaient à leur limite. Il mangeait des ramen et du beurre de cacahuète depuis des semaines parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter de vrais produits alimentaires. Les 1000 $ lui semblaient être une bouée de sauvetage dans un océan qui semblait déterminé à l'engloutir. Il se dit qu'il s'agissait juste d'un petit ajustement. Il se trouvait 3 voitures derrière. Peut-être n'avait-il pas vu la berline rouler aussi vite qu'il l'avait d'abord pensé. Peut-être roulait-elle plus vite que la limite autorisée. Peut-être cela avait-il contribué à l'incapacité du conducteur à éviter la collision. La faute incombait toujours principalement au camion, mais si la berline portait ne serait-ce que 15% de la responsabilité, le montant du règlement changerait. Les compagnies d'assurance se partageraient les frais, la société de transport paierait moins, et la jeune fille, eh bien, elle recevrait toujours une indemnisation, mais moins importante. Daniel signa donc la déclaration révisée. Il prit l'argent. Il paya son loyer. Il fit ses courses. Il se convainquit qu'il n'avait pas vraiment menti. Il avait simplement ajusté son souvenir, se disant que c'était un crime sans victime, car la jeune fille serait toujours prise en charge, mais d'une manière différente, qu'il n'avait pas eu le choix, que n'importe qui à sa place aurait fait la même chose. Puis il a enfoui le dossier au fond de son placard et ne l'a plus jamais regardé. Il n'a pas lu les articles suivants sur la façon dont la danseuse avait été affectée par la réduction du montant de l'indemnisation. Grace Hollis. Elle s'appelait Grace Hollis, incapable de payer les soins de longue durée dont elle avait besoin. Il n'a pas lu comment elle avait perdu sa bourse, son appartement, sa place dans la compagnie new-yorkaise. Il n'avait pas lu qu'elle avait passé 2 ans dans un centre de rééducation et qu'elle était sortie avec un fauteuil roulant, un bon pour un logement subventionné et rien d'autre. Daniel ferma le dossier, les mains tremblantes. La coupure de journal tomba sur le sol, une photo de Grace Hollis à 22 ans, debout sur la pointe des pieds dans un studio de danse, toute sa vie devant elle.
Il la ramassa avec des doigts engourdis et fixa le visage sur la photo. Puis il se remémora l'image de la femme qu'il aidait chaque matin depuis 3 mois. Les mêmes cheveux noirs, les mêmes pommettes saillantes, les mêmes yeux, bien qu'ils aient été brillants d'ambition sur la photo et qu'ils soient désormais ternes, empreints de quelque chose qui ressemblait à de la patience. Une terrible patience vigilante. C'était elle, la danseuse dont il avait contribué à détruire la carrière. La fille dont les jambes avaient été écrasées pendant qu'il restait là à regarder. Et elle avait attendu à ce trottoir tous les matins pendant 3 mois, le laissant l'aider, le laissant se sentir comme une bonne personne, tout en sachant exactement ce qu'il avait fait. Le lendemain matin, Daniel faillit ne pas sortir lorsqu'il la vit au bord du trottoir. Il resta dans la réserve de la pharmacie, la regardant à travers la vitre se débattre pour monter sur le trottoir, ses roues glissant sur le rebord en béton. Tout son instinct lui disait de rester à l'intérieur, de faire semblant de ne pas l'avoir remarqué, de laisser quelqu'un d'autre l'aider. Mais il savait avec une certitude écœurante qu'elle attendrait. Elle resterait assise là tous les matins jusqu'à ce qu'il sorte. Car quoi que ce soit, quelle que soit la confrontation, la vengeance ou le règlement de compte qu'elle avait prévu, cela nécessitait sa participation. Il poussa donc la porte et marcha vers elle, ses jambes lui donnant l'impression d'appartenir à quelqu'un d'autre. Elle ne leva pas les yeux lorsqu'il s'approcha, ne le remarqua pas avant qu'il n'atteigne les poignets de son fauteuil. Puis elle parla, toujours en regardant droit devant elle. Tu repenses parfois à cette nuit-là, je dis, Daniel. Sa voix était calme, presque conversationnelle, comme s'il discutait de la météo. Les mains de Daniel se figèrent sur le fauteuil, sa gorge se serra, sa langue s'alourdit. Je ne sais pas de quoi tu parles. Elle émit un son qui aurait pu être un rire. Bien sûr que non, les gens comme vous ne le font jamais. C'est plus facile ainsi, n'est-ce pas? Oubliez, se dire que cela n'avait pas vraiment d'importance, encaisser le chèque et passer à autre chose. La rue autour d'eux semblait floue. Les brises du matin se fondaient dans un bruit blanc. Daniel avait la bouche sèche, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes. « Qui êtes-vous? » La femme tourna enfin la tête, et Daniel vit son visage clairement pour la première fois. Pas seulement la surface, mais le chagrin, la rage et l'épuisement gravés dans chaque trait. « Je m'appelle Grace Hollis, dit-elle doucement. Il y a 8 ans, j'avais 22 ans. Je rentrais chez moi en voiture depuis le studio de danse où je venais d'être accepté dans le programme de formation du New York City Ballet. Un semi-remorque a fait un tête-à-queue devant moi. J'ai passé 11 mois à l'hôpital, j'ai perdu ma bourse, ma carrière, ma capacité à danser à nouveau, à marcher à nouveau, parce qu'un homme nommé Daniel Fletcher a déclaré devant le tribunal que j'avais peut-être roulé trop vite, que j'étais peut-être en partie responsable de ce qui m'était arrivé. Daniel sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était pas le cas. Je n'ai jamais témoigné devant le tribunal. C'était juste une déclaration. Le sourire de Grace était amer. Votre déclaration a été versée au dossier. Même effet. La compagnie d'assurance s'en est servie pour réduire mon indemnisation de 65%. 65%. Daniel, savez-vous ce que cela signifiait pour quelqu'un comme moi? J'avais 22 ans. Je n'avais rien. Pas d'argent familial, pas de fonds fiduciaire, juste une bourse d'études, un rêve et un corps capable de faire des choses incroyables. Ta déclaration, ton mensonge ont fait la différence entre obtenir les soins dont j'avais besoin pour peut-être retrouver une partie de l'usage de mes jambes et passer le reste de ma vie comme ça. Elle désigna son fauteuil roulant, ses vêtements usés et l'épuisement qui semblait suinter de ses pores. J'ai été sans abri 2 fois. J'ai dormi dans des refuges. J'ai passé des jours sans manger parce que je devais choisir entre la nourriture et les médicaments qui empêchaient la douleur nerveuse de me rendre folle. Tout ça parce que tu avais besoin d'argent pour payer ton loyer. Le feu a changé. Les voitures ont commencé à klaxonner. Grace a détourné son fauteuil de lui et a commencé à traverser seul le carrefour. Daniel est resté paralysé, la regardant traverser le passage piéton avec la même détermination prudente dont il avait été témoin chaque matin pendant 3 mois. Et soudain, il a compris. Elle n'avait pas eu besoin de son aide, pas une seule fois. Elle l'avait testé, observé, attendant de voir s'il la reconnaîtrait, si un soupçon de mémoire ou de culpabilité refait surface. Et il avait échoué au test chaque jour. Il l'avait regardé et avait vu un cas de charité, une bonne action, une occasion de se sentir mieux dans sa peau. Il ne l'avait jamais considéré comme une personne à qui il avait fait du tort.
Ce soir-là, Sophie l'a trouvé assis à la table de la cuisine, le regard perdu dans le vide. Papa, ça va? Daniel regarda sa fille, âgée de 12 ans, encore assez jeune pour croire que son père était un homme bon, encore assez innocente pour penser que le monde avait un sens. Comment expliquer à son enfant qu'on a détruit la vie de quelqu'un, qu'on a choisi sa propre survie plutôt que l'avenir d'une autre personne, que l'homme qu'elle croyait être n'existait pas vraiment? Sophie, dit-il lentement, si tu découvrais qu'une personne en qui tu avais confiance avait fait quelque chose de vraiment grave il y a longtemps, continuerais-tu à l'aimer? Sophie fronça les sourcils, perplexe devant cette question. À quel point grave? Daniel eut du mal à trouver les mots qui ne la bouleverseraient pas. Assez grave pour ruiner la vie de quelqu'un d'autre. Sophie resta silencieuse pendant un long moment, le visage grave, ce qui la faisait paraître plus âgée que son âge. Puis elle répondit très prudemment. Je pense que je voudrais qu'il répare son erreur s'il le pouvait. Et s'il ne pouvait pas la réparer, je voudrais au moins qu'il essaie de faire amende honorable. Parce que c'est ce que font les gens bien quand ils font une erreur. Ils ne se contentent pas de dire pardon. Ils agissent concrètement. Elle marqua une pause, scrutant son visage avec une perception inconfortable. As-tu fait quelque chose de mal, papa? Daniel avait envie de mentir. Il voulait la protéger de cela, de lui, de la connaissance que son père était capable d'une telle cruauté désinvolte. Mais il repensa au visage de Grace ce matin-là, aux 8 années qu'elle avait passées à payer pour sa lâcheté, et il ne put s'y résoudre. Oui, dit-il doucement, j'ai fait quelque chose de très mal et je pense qu'il est temps que j'essaye de réparer cela. Le lendemain matin, Daniel n'attendit pas Grace au bord du trottoir. Au lieu de cela, il marcha 3 pâtés de maison jusqu'à l'arrêt de bus où elle passait ses journées. Une pancarte en carton appuyée contre son fauteuil roulant indiquait « Tout geste est bon à prendre ». Elle le vit arriver et son expression se durcit. Ses mains se crispèrent sur les roues comme si elle se préparait à s'enfuir. Mais Daniel parla avant qu'elle ne puisse bouger. « Je ne suis pas ici pour m'excuser, dit-il. Wow, la voix rauque à force d'avoir répété ces mots toute la nuit. Mais cela lui semblait encore insuffisant. Je suis venu vous dire que vous aviez raison sur toute la ligne. J'ai menti. Je savais que l'accident n'était pas de votre faute. Et j'ai menti quand même parce que j'avais besoin d'argent et que je m'étais convaincu que cela n'avait pas vraiment d'importance. Que vous obtiendriez quand même assez pour vous en sortir. Je n'ai pas pensé à ce que je vous prenais. Je n'ai pas pensé à vous du tout. En réalité, tu n'étais qu'un concept abstrait, un numéro de dossier, et je suis désolé. Je sais que cela ne change rien. Je sais que cela ne te rendra pas ce que je t'ai pris, mais je suis désolé. Grace le fixa longuement, d'un regard mesuré. La lumière du matin faisait briller les reflets argentés de ses cheveux bruns. Trop argentés pour une femme de 30 ans, le genre de cheveux qui apparaissent à cause du stress et de la douleur, et des nuits passées à se demander comment survivre au lendemain. Pourquoi maintenant? Demanda-t-elle finalement. Pourquoi pas il y a 8 ans? Pourquoi pas quand cela aurait vraiment compté? Daniel secoua la tête, impuissant. Parce que je suis un lâche. Parce que j'ai passé 8 ans à me dire que ce que j'avais fait n'était pas si grave. Que n'importe qui aurait fait la même chose. Parce que ma fille m'a posé une question hier soir à laquelle je n'ai pas su répondre. Et j'ai réalisé que si je ne faisais pas cela maintenant, je ne pourrais plus jamais la regarder sans voir ma propre honte se refléter dans ses yeux. Il sortit une enveloppe de la poche de sa veste et la tendit d'une main tremblante. C'est une déclaration sous serment signée, une rétractation complète de ma déclaration initiale. J'ai contacté un avocat hier. Il dit que cela ne permettra probablement pas de rouvrir complètement votre dossier, mais que cela pourrait suffire pour faire appel afin d'obtenir une indemnisation supplémentaire. La Société de transport routier a conclu un accord avec plusieurs autres victimes d'accidents survenus à peu près à la même époque. Et il existe des preuves qu'elle a systématiquement fait pression sur les témoins. Si nous pouvons prouver qu'il s'agit d'une fraude systématique, vous avez peut-être une chance. Et si vous le souhaitez, je témoignerai en personne. Je me présenterai devant un juge et je lui dirai exactement ce que j'ai fait et pourquoi. Je le dirai officiellement. Je prendrai le risque d'être accusé de parjure. Je ferai tout ce qu'il faut. Grace prit l'enveloppe avec des mains qui tremblaient légèrement. Elle l'ouvrit lentement, en sortit les pages,
en parcourut le contenu avec une expression que Daniel ne parvint pas à déchiffrer. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, ceux-ci étaient humides. Vous réalisez que cela pourrait détruire votre vie, dit-elle doucement. Votre travail, votre réputation. Les gens sauront ce que vous avez fait. Ta fille le saura. Daniel acquiesça, étrangement calme malgré la terreur qui le rongeait depuis la nuit dernière. Je sais, mais elle m'a déjà demandé si j'avais fait quelque chose de mal. Et je préfère qu'elle me voie assumer mes erreurs et en affronter les conséquences, plutôt que de passer le reste de sa vie à se demander si son père est un lâche qui ne fait ce qui est juste que lorsque cela l'arrange. Pour la première fois en 3 mois, l'expression de Grace s'adoucit légèrement. Ce n'était pas du pardon. Il était trop tôt pour cela. Il serait peut-être toujours trop tôt pour cela, mais c'était quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance, comme si elle le voyait comme une personne plutôt que comme l'homme qui lui avait fait du tort. J'ai passé 8 ans à imaginer ce moment, dit-elle doucement, à réfléchir à ce que je dirais si j'avais un jour l'occasion de te confronter. J'avais préparé tout un discours. J'allais te faire ressentir toute la douleur que tu m'avais causée. J'allais te regarder te tortiller. Elle plia soigneusement la déclaration sous serment et la glissa dans un sac en toile suspendu à son fauteuil roulant. Mais maintenant que c'est arrivé, je me sens juste fatigué. Tellement fatigué de porter cette rage en moi. Elle me ronge depuis 8 ans et je ne pense plus avoir la place pour elle. Daniel s'assit sur le banc à côté de son fauteuil roulant, soudainement épuisé. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. « Maintenant que tu m'as confronté. » Grace resta silencieuse pendant un moment, regardant les voyageurs matinaux se dépêcher, chacun se précipitant vers ses propres urgences, ses propres petits drames, inconscients du calme qui régnait à ce coin de rue dans la lumière du petit matin. « Peut-être, » dit-elle finalement. « Peut-être que nous pouvons tous les deux arrêter de porter ce fardeau seul maintenant. Cela ne change rien, cela ne me rend pas mes jambes, ni ma carrière, ni les 8 dernières années. Mais au moins maintenant, la vérité est connue. Au moins maintenant, vous devez aussi vivre avec. » La procédure judiciaire a duré 9 mois. La déclaration sous serment de Daniel, combinée au témoignage de 2 autres témoins qui avaient également subi des pressions de la part des avocats de la société de transport, a suffi à déclencher une enquête fédérale pour subornation de témoins. L'affaire a attiré l'attention des médias, d'abord locaux, puis de grands organes de presse intéressés par les histoires de malversation d'entreprises et les défaillances du système d'assurance. Daniel a donné des interviews, raconté son histoire, expliqué ses choix sans chercher à les justifier. Il a perdu son emploi à la pharmacie Morrison lorsque l'histoire a été rendue publique. Mais il a également reçu un email inattendu d'une organisation de défense des droits des victimes qui lui proposait un poste de coordinateur communautaire. Il recherchait quelqu'un qui comprenait par expérience personnelle à quel point il était facile de faire le mauvais choix sous la pression. Quelqu'un qui pouvait parler aux gens de la nécessité de faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Grace a obtenu un règlement qui, s'il ne pouvait réparer les dommages causés, lui assurait au moins une certaine sécurité. Assez pour bénéficier de meilleurs soins médicaux, d'un petit appartement accessible aux personnes handicapées, d'un van aménagé pour qu'elles puissent retrouver une certaine indépendance. Assez pour s'inscrire à des cours en ligne et commencer à travailler pour obtenir le diplôme qu'elle avait abandonné 8 ans auparavant. Pas en danse, cette porte était fermée à jamais, mais en administration artistique, un moyen de rester en contact avec le monde qu'elle avait perdu tout en construisant quelque chose de nouveau. Ils ne sont pas devenus amis. La blessure était trop profonde pour cela. L'histoire était trop compliquée. Mais ils ont développé autre chose. Une compréhension mutuelle peut-être, ou une reconnaissance partagée que les gens étaient désordonnés et compliqués, capables à la fois de causer d'énormes dommages et de changer véritablement. Parfois, Daniel voyait Grace dans le quartier et ils échangeaient de brefs signes de tête, reconnaissant prudemment l'existence l'un de l'autre. Une fois, à l'épicerie, elle lui a donné des conseils sur la meilleure marque de pâtes. De petites interactions, banales et prudentes, qui ont lentement construit quelque chose qui n'était pas de l'amitié, mais pas non plus de l'inimitié. Sophie lui a demandé un soir, près d'1 an après cette première confrontation, s'il regrettait d'avoir dit la vérité. Ils faisaient la vaisselle côte à côte dans la cuisine exiguë de leur appartement, la fenêtre ouverte pour laisser entrer l'air frais du soir. Daniel y réfléchit vraiment, pesant le pour et le contre.
Je regrette ce que j'ai fait il y a 8 ans, dit-il finalement. Je regrette d'avoir été si désespéré que je me suis convaincu qu'il était acceptable de détruire la vie de quelqu'un d'autre pour sauver la mienne. Mais dire la vérité, assumer mes responsabilités, c'est la première chose que j'ai faite depuis longtemps, dont je suis vraiment fier. Sophie lui donna un petit coup d'épaule, faisant voler la mousse de savon. Moi aussi, papa. Je suis fier de toi aussi. Un matin de fin avril, près d'un an et demi après cette première confrontation chuchotée dans le parking de la pharmacie, Daniel aperçut Grace devant un café près du campus universitaire. Elle était assise à une table, son ordinateur portable ouvert, des papiers éparpillés autour d'elle, complètement absorbée par ce qu'elle faisait. Daniel faillit continuer son chemin. Ils avaient établi leurs limites, leur distance prudente, mais elle leva les yeux et le vit. Pendant un instant, ils se regardèrent simplement à travers le trottoir. Puis Grace leva la main pour lui faire un petit signe. Daniel hésita, puis s'approcha. Un projet scolaire? Demanda-t-il en désignant les papiers d'un signe de tête. Grace sourit légèrement. Une proposition de thèse de master, administration artistique axée sur l'accessibilité et les espaces de représentation. Il y avait quelque chose de différent chez elle maintenant. Pas exactement du bonheur, mais une sorte d'élan vers l'avant qui n'était pas là auparavant. Le sentiment qu'elle construisait quelque chose plutôt que de simplement survivre. Ça a l'air génial, dit Daniel, et il le pensait vraiment. Grace acquiesça, puis désigna la chaise vide en face d'elle. Tu as une minute? Daniel s'assit, ne sachant pas où cette conversation allait le mener, mais prêt à le découvrir. Ils discutèrent pendant près d'une heure, prudents au début, tournant autour de leur histoire commune, puis de plus en plus naturellement. Grace lui parla de ses cours, de ses recherches sur la manière dont les salles de spectacle pouvaient être réaménagées pour accueillir des danseurs et des spectateurs handicapés. Daniel lui parla de son travail au sein d'une organisation de défense des droits des victimes, des personnes qu'il avait rencontrées et qui étaient confrontées à des choix similaires à ceux qu'il avait dû faire autrefois. Ils ne parlèrent pas de pardon. Ce mot leur semblait encore trop grand, trop chargé. Mais ils parlèrent d'aller de l'avant, de cette étrange réalité qui veut que les pires moments de votre vie puissent en quelque sorte devenir le fondement d'une construction meilleure. Alors que Daniel se levait pour partir, Grace lui a brièvement pris la main. « Je ne vous pardonne toujours pas, a-t-elle dit doucement. Je ne sais pas si je vous pardonnerai un jour. Ce que vous avez fait m'a coûté 8 ans de ma vie et je ne peux pas simplement effacer cela. » Elle a fait une pause, le regardant dans les yeux. « Mais je ne vous déteste plus non plus. Et je pense que c'est important. Je pense que cela vaut quelque chose. » Daniel a hoché la tête, la gorge serrée. « Merci, parvint-il à dire, de m'avoir donné la chance de réparer mes torts, même si c'était 8 ans trop tard. De ne pas m'avoir détruit alors que tu en avais tout à fait le droit. » Le sourire de Grace était triste, mais sincère. « Te détruire ne m'aurait pas rendu mes jambes. Cela ne m'aurait pas aidé à me sentir mieux. Je l'ai appris à mes dépens. Mais te voir essayer de réparer ce que tu avais brisé m'a aidé. Pas complètement. Pas assez, mais ça m'a aidé. » Ils se séparèrent alors. Grace retourna au campus en fauteuil roulant. Daniel rentra chez lui pour préparer le dîner avant que Sophie ne rentre de l'école. Il repensa à ses paroles pendant qu'il marchait, les retournant dans son esprit comme des pierres lisses. Elle ne lui avait pas pardonné, mais elle ne le détestait plus non plus. Ce n'était pas une rédemption. C'était trop simple pour quelque chose d'aussi compliqué que ce qu'ils avaient vécu. Mais c'était déjà quelque chose. Une petite miséricorde dans un monde qui offrait rarement une seconde chance. Un rappel que les conversations les plus difficiles étaient souvent celles qui vous libéraient. Ce soir-là, Sophie fit ses devoirs à la table de la cuisine pendant que Daniel cuisinait. Elle rédigeait une dissertation sur le courage moral pour son cours d'anglais et elle n'arrêtait pas de lui poser des questions sur ce que signifiait faire ce qui était juste quand cela faisait peur. Daniel répondit aussi honnêtement que possible, en s'appuyant sur ses propres échecs et le long chemin parcouru pour s'en remettre. Lorsque Sophie eut enfin terminé sa dissertation et la lut à haute voix, un texte sur le fait que le vrai courage consistait à admettre ses erreurs, même lorsque les conséquences étaient terribles, Daniel sentit les larmes lui monter aux yeux. « C'est magnifique, ma chérie, dit-il lorsqu'elle eut terminé. Sophie haussa les épaules, gênée, mais ravie. « J'ai juste écrit sur toi et papa, sur ce que tu as fait. » Daniel la serra dans ses bras,
plus fort que nécessaire. Tu sais que je ne suis pas un héros, n'est-ce pas? Ce que j'ai fait il y a 8 ans était terrible. J'ai fait beaucoup de mal à quelqu'un parce que que j'étais égoïste. Sophie s'écarta pour le regarder sérieusement. Je sais. Mais tu as réparé ton erreur alors que tu aurais pu continuer à te cacher. C'est ce qui te rend courageux. Ce n'est pas le fait que tu n'aies jamais commis d'erreur. C'est le fait que tu aies réparé ton erreur même si c'était difficile. Au cours des années qui suivirent, Daniel repensait parfois à ce matin-là, sur le parking de la pharmacie, lorsque Grace lui avait saisi le poignet et lui avait murmuré ces mots terribles. Tu ne te souviens pas de moi, n'est-ce pas? Il se souvenait du choc de la reconnaissance, de la compréhension douloureuse de ce qu'il avait fait et de ce que cela lui avait coûté. Mais il se souvenait aussi de ce matin au café, lorsqu'elle lui avait dit qu'elle ne le détestait plus. Quand elle ne lui avait pas offert son pardon, mais quelque chose d'aussi précieux. La reconnaissance que les gens pouvaient changer, affronter le pire d'eux-mêmes et choisir de devenir meilleurs. Ce n'était pas une fin heureuse. Grace ne danserait plus jamais, ne retrouverait jamais les 8 années qu'elle avait perdues. Daniel ne se débarrasserait jamais complètement de la culpabilité de ce qu'il avait fait. La conscience que sa lâcheté avait détruit les rêves de quelqu'un, mais c'était une fin honnête, une fin authentique. Et dans un monde qui échangeait souvent des mensonges réconfortants, la vérité semblait être la seule chose à laquelle il valait la peine de s'accrocher. Il avait au moins appris cela à Sophie. Le courage ne consistait pas à ne jamais avoir peur ou à ne jamais faire d'erreur. Il s'agissait d'affronter les personnes que l'on avait blessées, assumer ses actes et construire quelque chose d'honnête à partir des ruines de ce que l'on avait détruit. C'était être vu dans ses pires moments et choisir malgré tout de continuer à essayer de s'améliorer. Et les matins où Daniel déposait Sophie à l'école, quand il la regardait franchir ses doubles portes avec son sac à dos, sa confiance et sa conviction inébranlable que les gens pouvaient changer, il se disait que c'était peut-être suffisant, que c'était peut-être tout ce qu'ils avaient, la chance d'arrêter de fuir nos fantômes, d'affronter les dégâts que nous avions causés et de passer le temps qu'il nous restait à essayer de laisser les choses un peu meilleures que nous les avions trouvées. Grace lui avait donné cette chance. Elle lui avait permis de se voir clairement dans toute sa faiblesse et son égoïsme, puis lui avait donné l'espace nécessaire pour essayer de devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui pouvait regarder sa fille dans les yeux et lui enseigner que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, valait toujours mieux qu'un mensonge confortable.